Bonjour à toutes et à tous, chers amis internautes de la chaîne BFTV. Je me nomme Chersen, professeur de français au groupe scolaire Serigne Saliou Mbacké au niveau de la commune de Mbacké. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous entretenir de la méthodologie de la dissertation. Un exercice littéraire qui requiert beaucoup de compétences méthodologiques. Raison pour laquelle nous l'avons choisi parmi tant d'autres, afin de vous aider à mieux comprendre comment est-ce qu'il faudrait procéder pour mieux réussir cet exercice que représente la dissertation. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la méthodologie de la dissertation. La dissertation est un exercice littéraire qui consiste à développer de façon cohérente des idées en vue de convaincre le correcteur. Donc, de ce point de vue, il faudrait retenir que la dissertation comprend trois parties. D'abord, l'introduction, le développement et la conclusion. Donc, nous allons commencer d'abord par l'introduction. Au niveau de l'introduction, on a tendance à vous apprendre que l'introduction comprend trois parties. On vous demande d'amener le sujet. On vous demande très souvent de poser la problématique et surtout d'annoncer le plan. Maintenant, pour qu'il y ait plus de rigueur dans l'introduction d'une dissertation, nous sommes arrivés à dire que pour amener le sujet, on peut procéder de deux manières. Soit vous procédez par la conceptualisation, soit vous faites appel à ce qu'on appelle la contextualisation. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par conceptualisation? La conceptualisation, c'est le fait de partir d'une définition, mais de définir le mot-clé. Donc, dans une dissertation, la plupart du temps, vous avez dans l'énoncé un mot qui a plus d'importance que d'autres. Je peux donner un exemple simple. On peut vous parler de la littérature, par exemple. Maintenant, dans ce cas de figure, il faut d'abord dire que la littérature est l'ensemble des œuvres écrites ou orales dans lesquelles l'expression des idées et des sentiments relève d'un emploi assez subtil de la langue. Maintenant, cela ne suffit pas simplement pour quitter la première et aboutir à la deuxième. Parce que pour qu'il y ait au moins un rapport logique entre la première et la deuxième partie, il faudrait créer ce qu'on appelle une accroche. Une accroche, quel est son rôle? C'est d'être le trait d'union qui relie la première et la deuxième partie de l'introduction. Maintenant, cela peut être fait de deux manières. Soit vous privilégiez la constatation, vous faites un constat, soit vous faites une comparaison. Maintenant, dans la constatation, ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, vous êtes soumis à des thèmes qui font appel à la polysémie, qui font appel à la polémique. Par exemple, la littérature du 19e siècle est différente de celle du 18e siècle. Donc, dès l'instant qu'il y a déphasage par rapport au point de vue des uns et des autres, on pourrait simplement dire que dans la première partie, la littérature fait souvent l'objet de moult controverses du fait de son caractère polysémique. De même, dans la comparaison, l'énoncé développe toujours ce qu'on appelle une thèse. Et dans cette thèse, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on y ajoute toujours une antithèse. C'est-à-dire, dans le plan, on vous demande soit de montrer d'abord la thèse défendue par l'auteur, puis, d'un autre côté, de montrer que cela ne se limite pas simplement à la thèse de l'auteur, qu'on pourrait y adjoindre d'autres réalités, d'autres fonctions à assigner, par exemple, à la littérature. Donc, de ce point de vue, l'accroche est cet élément important qui crée un rapport logique entre la première et la deuxième partie. Et comme je l'ai dit, vous pouvez faire une accroche soit par constatation, soit par comparaison. Maintenant, vu que nous sommes un peu pris par le temps, je pense qu'il faudrait aussi savoir que dans la problématique, nous pouvons être confrontés à deux réalités.
La première, c'est d'abord de savoir que l'énoncé peut être court ou il peut être long. Maintenant, quand l'énoncé est court et que vous quittez la première, l'accroche, pour aboutir à la problématique, ce qu'il faut faire de façon pratique, c'est d'abord d'utiliser un connecteur logique qui vous permet d'en venir à ce qu'on appelle l'énoncé. Par exemple, vous dites, c'est ainsi que l'auteur affirme. Là, quand le sujet est court, vous mettez 2 points directement et vous ouvrez les guillemets. Mais quand le sujet est long, pour éviter quand même que l'introduction soit un peu prolixe, il faut simplement, après le verbe affirme, au lieu des 2 points et des guillemets, mettre le que et faire la reformulation directe. Donc, là aussi, je pense qu'il faudrait attirer l'attention des élèves à ce sujet. Le problème qu'ils rencontrent souvent, c'est au niveau de la problématique, de savoir où est-ce qu'il faut mettre les guillemets et où est-ce qu'il ne faut pas faire appel à ces signes de ponctuation. Donc, vous dites, c'est ainsi que l'auteur affirme. 2 points, vous ouvrez les guillemets, vous recopiez textuellement le sujet, l'énoncé, vous refermez les guillemets, maintenant vous utilisez un connecteur tel que, en d'autres termes, c'est-à-dire en des termes plus clairs, et vous faites une reformulation. Maintenant, dans le cas contraire, si vous êtes face à un sujet long, au lieu de procéder ainsi, après le connecteur, c'est ainsi que l'auteur affirme, vous mettez donc un que, et vous faites directement la reformulation de l'énoncé. Donc, après avoir fait la distinction entre le sujet court et le sujet long, et y avoir appliqué ce que j'ai dit tout à l'heure, il faudrait comprendre que le sujet de dissertation est un problème. C'est pourquoi on l'appelle la problématique. Maintenant, ce problème soulève des questions. Donc là, il faudrait, après avoir posé la problématique, poser une question. Une question qui donne le choix à l'élève de répondre par un oui ou par un non. Donc, dans le cadre du sujet que j'ai donné tout à l'heure, qui traite de la littérature, on pourrait nous dire simplement que la littérature est une arme contre les souffrances des hommes. Donc, de ce point de vue, ce que l'auteur défend, c'est la thèse de l'engagement. Donc, ici, il faudrait d'abord pouvoir utiliser un connecteur, toutefois, ou cependant, et poser une question qui sert quand même à répondre par oui ou par non. C'est-à-dire, si l'auteur nous dit que la littérature a pour objet de s'engager contre les souffrances humaines, vous pouvez simplement dire, cependant ou toutefois, la littérature se limiterait-elle à cette fonction. Là, vous voyez que cette question permet quand même à l'élève de dire oui. Et si c'est le cas, il pourra au moins rejoindre l'auteur de l'énoncé, c'est-à-dire défendre la thèse de l'auteur. Maintenant, là aussi, toujours dans la question, vous voyez qu'on a la possibilité de répondre par non. Donc là, vous pouvez y adjoindre la deuxième partie du plan. En tout cas, vous avez de la chance parce que quand on parle aujourd'hui de dissertation, il est question maintenant de ce qu'on appelle les sujets et les consignes améliorées. Donc, pour passer à la troisième partie qui est annoncer le plan, là, vous n'avez plus de difficulté. Parce qu'avec la consigne améliorée, on vous dit de façon très claire que montrez dans un premier temps que la littérature est, on vous donne une fonction, puis ajoutez-y la fonction telle. Donc là, vous n'avez aucune difficulté à rencontrer dans l'annonce du plan. Donc de ce point de vue, il faudrait simplement comprendre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on quitte une partie pour en venir à une autre, il faut simplement et toujours utiliser ce qu'on appelle des connecteurs low. Sous ce rapport, à cet effet, à travers un plan binaire, si le sujet tourne autour de 2 parties. Maintenant, très souvent, comme c'était le cas lors de la composition, on avait au lieu de 2, 3 parties. Donc, au lieu de dire
à travers un plan binaire, vous pouvez dire à travers un plan ternaire. Binaire qui signifie 2, ternaire qui signifie 3. Maintenant, vous direz d'abord que nous allons montrer que la littérature est, puis nous verrons qu'elle est, et vous donnez les 2 parties du plan ou bien les 3 parties. En tout cas, quand le plan tourne autour de 2 parties, on peut dire d'abord et ensuite. On dit d'abord et puis. Maintenant, si elle tourne autour de 3 parties, au lieu de dire d'abord et puis, on dit d'abord, ensuite et enfin. Voilà, donc là, vous avez de façon assez ramassée, de façon assez brève, les éléments qu'il faut comprendre de la méthodologie de la dissertation, particulièrement au niveau de l'introduction. Pour récapituler, je dirais donc au niveau de l'introduction, pour amener, soit vous utilisez le concept, soit vous partez du contexte. Le concept étant la définition du terme important, le mot-clé. Le contexte qui peut soit être littéraire, ou historique. Maintenant, après ces éléments qui appartiennent à la première partie, dans la deuxième partie, il faut comprendre qu'il faut créer ce qu'on appelle un rapport logique, que moi j'appelle une accroche. Cette accroche peut être faite de 2 manières. Vous pouvez partir soit d'un constat, essayant d'affirmer que le thème essentiel qui est évoqué dans l'énoncé est un thème quand même qui est polysémique. C'est un thème qui fait l'objet de polémiques, de controverses. Donc c'est le constat. En tout cas, il est le même partout, que ce soit pour les genres ou la littérature d'une manière générale. On voit que chaque auteur défend une position très claire par rapport à l'objet, soit de la littérature ou d'un genre littéraire. Maintenant, on pourrait aussi partir de ce qu'on appelle la comparaison. Une comparaison qui est faite en se basant d'abord sur la première partie du plan, c'est-à-dire la thèse défendue par l'auteur. Là, vous pouvez dire, par exemple, si les uns pensent que la littérature est un moyen d'engagement, pour apporter une comparaison, vous pouvez dire, d'autres, par contre, estiment qu'elle est un moyen de divertissement. Donc, c'est ce qu'on appelle ici la comparaison. Donc, après l'accroche, qu'est-ce que vous faites? Vous posez. Pour poser la problématique, vous le faites selon la taille de l'énoncé. Il peut être court, comme aussi il peut être long. Maintenant, quand il est court, je viens de le dire, il faut simplement, après avoir utilisé le connecteur, par exemple dire c'est ainsi que X affirme, que vous utilisiez les 2 points, vous ouvrez les guillemets, vous recopiez textuellement le sujet, vous fermez les guillemets et juste après, vous utilisez des connecteurs tels que, autrement dit, c'est-à-dire en d'autres termes ou en des termes plus clairs et vous faites la reformulation de l'énoncé. Maintenant, quand le sujet est long, vous n'avez pas besoin de tout cela. Vous ne faites que dire, c'est ainsi que l'auteur affirme. Après le verbe, au lieu de mettre que les 2 points et les guillemets, vous mettez que le pronom relatif. Maintenant, qu'est-ce que vous faites par la suite? Vous faites directement la reformulation de l'énoncé pour éviter d'être verbeux. Donc, après avoir posé la problématique selon ces 2 aspects, il faut comprendre qu'il y a une question qui apparaît. Cette question doit être alternative. Elle doit offrir à l'élève la possibilité de répondre par oui ou par non. Le oui qui sera la thèse de l'auteur et le non qui est considéré comme l'antithèse. Maintenant, pour y arriver, il faudrait aussi utiliser des connecteurs logiques. Toutefois, cependant, est-ce donc la seule fonction de la littérature? D'aucuns diront oui, c'est la thèse de l'auteur. D'autres diront non, c'est l'antithèse. Vous pouvez aussi dire toutefois, la littérature se limiterait-elle à cette fonction? Donc, après avoir posé la question, qu'est-ce qui reste?
vous annoncez le plan qui est toujours donné à travers une consigne améliorée. Maintenant, comme je l'ai dit, si le plan tourne autour de deux parties, les connecteurs logiques qui relient ces éléments doivent être d'abord et puis, ou en premier lieu, en second lieu. Maintenant, si le plan tourne autour de trois parties, si vous dites à travers un plan ternaire, vous pouvez dire d'abord, nous allons montrer, puis, ensuite, autant pour moi, et enfin. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de l'introduction d'une dissertation. Nous allons passer au développement, suite à l'introduction. Comprendre que le développement, en général, doit forcément comprendre au minimum deux parties. On a donc ce qu'on appelle la première partie, qui, en général, correspond avec la thèse de l'auteur. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, après avoir sauté une ligne entre l'introduction et le développement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait créer une phrase qu'on appelle un chapeau introductif. Le but de ce chapeau introductif permet d'utiliser par la suite un connecteur tel que d'abord. Maintenant, à quoi sert ce connecteur? Il permet d'annoncer une sous-partie se raccordant à la première partie de la dissertation, c'est-à-dire à la thèse défendue par l'auteur. Donc, ce d'abord fait appel à une idée maîtresse qui est suivie d'une argumentation, une argumentation qui vient expliciter ce que l'idée veut faire valoir. Et après l'argumentation, maintenant, vous avez l'obligation de donner un exemple. Cet exemple peut être une citation, ou par exemple, vous pouvez simplement expliquer une œuvre littéraire que vous avez apprise en classe. Donc, de ce point de vue, il y a plusieurs façons de donner un exemple. Maintenant, comprendre aussi que la première partie du développement ne doit pas simplement faire appel à une seule sous-partie. Obligatoirement, vous avez simplement le devoir de nous donner une deuxième sous-partie. Si vous voulez, vous pouvez vous en limiter là. Mais si vous choisissez de donner deux sous-parties, au lieu de dire ensuite, vous devez plutôt dire puis. Maintenant, si vous décidez de nous donner trois sous-parties, après d'abord, là, vous mettez ensuite. Maintenant, vous refaites encore le même schéma, c'est-à-dire idée, argumentation et exemple. Que ce soit pour les deux sous-parties ou les trois sous-parties. Le schéma, il est le même, il ne change pas. Maintenant, après avoir parlé de la première partie du développement, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Pour passer à la deuxième partie, il faut d'abord faire ce qu'on appelle une transition. En général, vous entendrez certains collègues vous parler de ce qu'on appelle la conclusion partielle. Je pense que c'est normal, après avoir développé quand même une sous-partie, que vous puissiez être en mesure de faire une conclusion partielle. Mais la transition, il faut comprendre qu'elle est encore plus utile. Maintenant, elle peut se faire de deux manières. Je peux vous donner des exemples, parce que vous pouvez soit utiliser ou mettre en corrélation le mot certes, virgule, vous donnez la première partie du plan, et vous utilisez la conjonction de coordination mais pour annoncer la deuxième partie. Donc cette transition est basée simplement sur la corrélation de ces deux mots, certes et mais, qui ont pour équivalent, au lieu de certes, vous pouvez dire même s'il est bien vrai que, et là, vous donnez la première partie du plan, et pour ajouter la deuxième, vous dites il n'en demeure pas moins et vous donnez la deuxième partie du plan. Donc, je donne un exemple pour être plus clair. Si par exemple la thèse
tourner autour de l'engagement et l'antithèse de la pédagogie. Là, vous pouvez dire simplement, certes, la littérature est pédagogique, mais elle est aussi didactique. Comme aussi, vous pouvez remplacer, substituer certes et mais par, même s'il est bien vrai que la littérature est engagée, il n'en demeure pas moins qu'elle est aussi didactique. Donc c'est comme ça que se fait une transition. Pour la deuxième partie aussi, c'est le même schéma. En tout cas, vous changez simplement les connecteurs. Au lieu de d'abord, là vous mettez d'une part. Après, d'une part, vous faites le même schéma, idée, argumentation, exemple. Et pour passer à la deuxième sous-partie du développement, vous dites d'autre part et vous donnez aussi le même schéma, idée, argumentation et exemple. Donc, c'est ce qu'il faut respecter simplement dans le développement d'une dissertation. Dire que la première partie doit être annoncée par un chapeau introductif. Et après ce chapeau introductif, vous pouvez faire appel à des connecteurs pour développer au minimum 2 sous-parties qui sont organisées autour d'idées, d'argumentation et d'exemples. Maintenant, pour quitter la première et aboutir à la deuxième partie du plan, vous pouvez d'abord commencer par, soit comme le disent certains collègues, une conclusion partielle, suivie d'une transition qui peut se faire à travers les mots mis en corrélation tels que certes et mais, même s'il est bien vrai que et il n'en demeure pas moins, et utiliser le même procédé et changer les connecteurs d'une part au lieu de d'abord et d'autre part au lieu de depuis. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir du développement. Voilà, nous allons donc terminer par la conclusion. En tout cas, je pense que beaucoup d'élèves ont l'habitude de bâcler cette partie parce qu'avant d'en arriver là, ils sont à bout de souffle ou à court d'arguments. En tout cas, c'est l'une des parties qu'il faut impérativement quand même privilégier. Parce que dans une dissertation, très souvent, les professeurs ont l'habitude de faire recours simplement à l'introduction et à la conclusion pour voir si l'élève a compris. Pourquoi? Parce que dans la conclusion, on commence toujours par un bilan. Maintenant, ce bilan est fait à travers un diptyque, c'est-à-dire on fait le bilan de la première partie du développement. Et là, vous êtes obligé de vous référer aux différentes sous-parties que vous avez utilisées dans cette première partie. Maintenant, après avoir fait ce bilan, vous mettez point. Vous utilisez un connecteur logique, par exemple, tandis que, là, quand vous dites tandis que, vous pouvez immédiatement passer à la deuxième partie du développement. Donc, cela veut dire quoi? Si dans le bilan, vous voulez dire d'un trait, d'un coup, à travers une seule phrase, le bilan de la première et de la deuxième partie, cela entraînerait vraiment une phrase assez longue. Pour éviter qu'elle apparaisse ainsi, il faut d'abord faire le bilan de la première partie, faire un petit inventaire, nous dire qu'est-ce que vous avez développé dans les sous-parties de la première partie. Maintenant, après cela, mettez point, utilisez le connecteur tandis que, qui vient montrer que, outre la première partie, outre les éléments évoqués dans la première partie du développement, on a aussi dans la deuxième partie des éléments qui concordent avec la fonction telle. Donc là, c'est ce qu'on appelle le bilan dans la conclusion. Donc quand le correcteur se fie à ce bilan, il sait exactement ce que vous avez développé dans le corps du sujet. Donc, raison pour laquelle il faudrait au moins interpeller les élèves sur l'importance de cette partie. Maintenant, deuxièmement, après le bilan, vous avez l'obligation de donner votre opinion, votre point de vue sur la problématique soulevée par l'énoncé. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, il faut comprendre que le sujet de dissertation pose un problème.
Maintenant, en tant qu'une personne dotée de connaissances, vous êtes dans l'obligation, dans cette partie, de prendre position entre la thèse et l'antithèse. Quel est l'élément qui vous semble le plus pertinent? Est-ce, par exemple, si on vous parlait d'engagement, ou par exemple, si on vous parlait de la pédagogie. Donc, l'opinion aussi doit être donnée de façon assez brève. On n'a pas besoin d'utiliser quand même des phrases assez longues pour donner votre point de vue à ce sujet. Donc, évitez aussi de personnaliser. Comment dirais-je encore, votre opinion. Il ne faudrait pas utiliser, par exemple, des pronoms qui font état de lyrisme. Par exemple, dire moi, dire je ou mon. Là, on dit toujours à notre humble avis. Voilà, donc là, vous utilisez ces connecteurs pour montrer quand même ce souci d'objectivité qu'il faut toujours rechercher dans un exercice littéraire. Donc, après l'opinion aussi, il y a d'aucuns ont l'habitude de ne pas parler de perspective, alors que c'est important. En tout cas, quand on vous donne un sujet et qu'il traite déjà de deux parties, il faut comprendre que quand on parle de littérature, on peut dire de façon simple que la littérature comprend plusieurs fonctions. On peut parler de l'engagement, du divertissement, on peut parler de la pédagogie, on peut parler aussi du lyrisme, par exemple. Maintenant, si le sujet nous parle, par exemple, de l'engagement et de la pédagogie, il y a d'autres fonctions qui sont en reste, n'est-ce pas? Donc, ces fonctions doivent forcément faire l'objet de perspectives. Dire simplement que si on associait à la littérature la fonction telle, on pense simplement que cela serait plus pertinent. Donc de ce point de vue, il faut comprendre que le bilan, l'opinion et la perspective constituent les éléments qu'il faut faire apparaître dans la conclusion d'une dissertation. Voilà, donc nous sommes au terme de cette émission. Nous voulons profiter de l'occasion pour dire merci à la BFTV pour cette noble initiative qui entre dans le cadre de former, d'aider, en tout cas d'appuyer les élèves dans ce contexte de pandémie du coronavirus. Donc nous vous disons simplement merci. Et peut-être nous aurons l'occasion de nous exprimer prochainement dans d'autres numéros de l'émission Mini-Cours de la BFTV. Merci beaucoup.